Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Alors aujourd'hui sur Niki Channel, nous avons une invitée spéciale qui est Sonia Blaise. voilà. Donc je la laisse se présenter. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est un témoignage de la part de Sonia qui va parler et elle le fera avec toute la transparence qu'il faut. Et c'est pour que vous soyez édifiés. Des personnes qui passent par la même situation, c'est vraiment pour vous, pour ne pas se taire et que le Seigneur vraiment puisse toucher vos cœurs. Donc, Sonia, c'est à toi, tu peux te présenter. Eh bien, je m'appelle Sonia Blaise, j'ai 52 ans, je suis maman de 4 enfants. J'ai été mariée pendant 16 ans avec le père des enfants. Et donc, suite à ça, je suis donc divorcée maintenant. Ok. Donc, Sonia, tu aujourd'hui, tu as décidé de parler. Donc, on va revenir un peu à son enfance parce que effectivement, ça fait plus de 40 ans Oui. que ça s'est passé. Oui. Alors, Sonia, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petite? Eh bien, en fait, déjà à la base, j'ai pas vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 8 ans, Oui. parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevée. Mm. Alors, j'ai vécu dans un petit patelin où il y avait plus de vaches que d'habitants. et du coup, voilà, j'étais vraiment proche de la nature. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai considéré que Dieu existait, avec la perfection de la nature. Ça. Et du coup, ben, j'espérais quand même que mes parents allaient me reprendre. Hein. Et c'est arrivé quand ma petite sœur est née. J'avais 8 ans et donc mes parents m'ont repris pour vivre avec eux. Ok. Et eux étaient devenus PDG d'une entreprise et donc ma maman était secrétaire de direction pour mon papa. Ok. Donc là, tu as 10 ans. Tu es de nouveau avec tes parents, tu te sens bien, tu es heureuse, les retrouvailles, ça se passe bien. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Tu parles des vacances scolaires, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, pendant les grandes vacances, on avait l'habitude de partir au moins un mois dans le sud de la France, dans un mobil-home qu'on avait en location à l'année. Okay. Et ma maman est obligée de remonter sur Besançon pour faire les payes de l'entreprise. Et mon papa, lui, a décidé de nous garder pour rester en vacances encore un petit peu. Okay. Et nous, on était toutes contentes parce que, bah voilà, on allait passer des bons moments, c'était fun, quoi. Voilà, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'âge de 10 ans, jour que ta maman n'est pas là? C'était après-midi? Eh ben, en fait, c'était au moment de la sieste. Donc, ma petite sœur, qui avait 2 ans, dormait. Oui. Et bah moi, mon papa me propose d'aller m'allonger vers lui dans le lit des parents. Alors moi, j'étais une gamine, j'étais fine folle, j'étais toute fière, j'étais contente. Et puis, ben, en fait, il s'avère que ce que j'avais projeté comme moment plutôt de complicité a pas du tout été, a pas été du tout ce que j'imaginais. Là, j'ai vu mon papa prendre ma main et vouloir l'emmener à faire des mouvements sur ses parties intimes, à prendre ses parties intimes dans ma main. Je l'ai vu faire des attouchements, moi, sur mes parties intimes. Et puis, j'ai aussi un souvenir, parce que les souvenirs, vous savez, quand on vit un traumatisme comme ça, c'est toujours un peu difficile entre ce qu'on se souvient vraiment, ce qu'on a oublié pendant des années, qui revient. Et c'était impossible pour moi de bouger ou de parler. Mon papa essayait de me parler, mais je répondais pas en fait, j'étais prostrée. Voilà, à 10 ans quand même, on est un peu conscient. Donc tu te disais à ce moment-là, c'est pas normal. Ah ben pour moi oui, à partir du moment où mon papa a commencé à prendre sa main pour aller à un endroit qui était pas habituel quoi. Voilà. Vraiment dans ma tête ça a disjoncté quoi. Il y a de quoi. Et donc j'aimerais poser une question, c'est de savoir, est-ce que à ce moment-là, quand ta mère elle est rentrée, est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Ta mère, par exemple? Non, parce qu'en fait, on est conscient que c'est quelque chose qui se fait pas. Voilà. C'est à l'intérieur de nous. On est conscient que ça se fait pas. On a honte. Et puis moi, j'avais véritablement peur que la même chose se passe avec ma petite sœur. Oui. Donc il y avait ce côté protecteur pour ma petite sœur. Je savais que ma maman supporterait pas le choc.
Donc, c'était une femme enfant, une femme fragile. Et ça, je le savais. Depuis que j'étais petite, je le savais. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était impossible pour moi d'en parler. Tu voulais protéger ta petite sœur et ta mère. C'est ça. Et ta mère, tu disais que ta maman, en fait, tu étais comme la mère de ta mère, la mère de ta petite sœur et la femme de ton père. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Oui, ma maman ne mettait pas de différenciation. Elle était comme ce qu'on appelle le fusionnel, donc hyper dysfonctionnel. Et du coup, elle déversait sur moi tout ce qu'elle ressentait. Et c'était à moi de la contenir dans ses angoisses, dans ses stress, dans ses questionnements. Et c'était même à moi de lui donner des solutions à ses problématiques. Chose qu'une enfant de cet âge-là n'a pas à faire, quoi. Non. Et pour ma petite sœur, pareil, c'était moi qui m'en occupais. Quand c'était le mercredi, c'était moi qui la gardais. En fait, et quand quand moi je rentrais de l'école, j'avais ma petite sœur à m'occuper parce que mes parents rentraient tard, il fallait que je prépare à manger. Wow. Et je devais m'occuper de ma sœur et c'était moi qui un peu la cadrais en quelque sorte. Et puis, ouais. C'était beaucoup de rôles pour une petite fille de 10 ans, donc tu n'as pas une enfance ordinaire et traumatisante même à la limite. Et donc revenons un peu sur ce qui s'est passé avec ton papa. Voilà, il a fait, c'était un traumatisme, tu t'es dit tu ne le dis pas parce que tu protèges ta famille, tu ne l'as pas dit. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il a essayé de refaire la même chose plus tard ou non? Alors c'est resté en stand-by comme ça jusqu'à l'âge de 15 ans. Ok. Où bien entendu je ne supportais pas qu'il me dise quoi que ce soit. D'une certaine manière, il avait perdu son autorité sur moi. Vraiment, les leçons de morale de la part de mon père, ça, il était hors de question. Et du coup, je réagissais un peu comme une rebelle, mais j'avais mes raisons, quoi. Et en fait, à 15 ans, j'étais perdue. Voilà, je fonctionnais très très bien à l'école. J'étais dans les premières de la classe avant qu'il se passe ce qui s'est passé avec mon papa. Et après, j'étais complètement ailleurs. En fait, ça n'avait plus... c'était plus ma priorité, l'école. Ah ouais. C'était plus ma priorité. Et du coup, j'ai commencé à perdre le fil des cours. Et j'étais avec des choses plus importantes pour moi à penser. Et des questions existentielles, des choses vraiment... c'était compliqué. Oui. Et du coup, à 15 ans, mon papa m'a proposé de partir avec lui sur un chantier en électricité et pour m'apprendre l'électricité. Et je lui dis bah pourquoi pas. De toute façon, j'étais avec les ouvriers. Mais en fait, quand je suis arrivée sur place, c'était donc un déplacement sur une semaine et mon père avait pris qu'une seule chambre pour nous deux. Et du coup, ça a été compliqué parce que ça a été du chantage. C'était bah écoute, c'est pas de ma faute si je suis amoureux de toi, c'est pas de ma faute. Et puis si jamais il se passe, si jamais tu veux pas, ou si, eh ben moi je claque la porte, je m'en vais, je quitte l'entreprise, je quitte ta maman. Et moi en fait, j'ai tenu bon en lui disant de toute façon tu peux pas faire ça à maman parce qu'elle va s'effondrer, tu peux pas faire ça aux employés de ton entreprise et aux familles des employés, parce que j'avais pleine conscience de la responsabilité qu'il avait en tant que chef d'entreprise. Et donc, j'ai passé une semaine sans dormir, en étant en hypervigilance. Et je suis rentrée à la maison, j'étais vraiment épuisée. Ok, ça c'est à l'âge de 15 ans. Donc on va dire il y a 5 ans qu'ils se sont écroulés. Et donc il a renouvelé l'espérance. Il a voulu renouveler, mais ça ne s'est pas produit parce qu'effectivement tu t'es affirmée. Mais jusque-là, tu n'as pas parlé à ta mère. Au retour du voyage, une semaine passée, tu n'as pas reparlé à ta mère par rapport à ça. Tu ne lui as rien dit. Rien. Toujours parce que sa maman, effectivement, n'avait pas changé. Elle était toujours dans sa bulle. Hein, dans sa bulle et tout. Et qu'est-ce qui se passe donc, à 17 ans? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement marquant qui se passe à 17 ans, oui. C'est que ma maman descend dans ma chambre à 4 h du matin pour... veuillez m'excuser pour le terme, mais c'était vraiment ça.
me passer un savon, vraiment, mais une engueulade comme jamais j'ai eu. Parce que à 4 heures du matin, j'avais rien à faire à être réveillée et ouais, j'étais en train de gribouiller. Mon but à ce moment-là, c'était de devenir styliste et j'étais en train de faire des dessins de mode. Et, et là, d'un seul coup, il y a comme un flash, quelque chose, et je la regarde dans les yeux, je plante mes yeux dans les siens et je lui dis, mais en tant que mère, ça ne te pose pas, tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi ta fille de 17 ans, à 4 heures du matin, ne dort pas. Effectivement. Et là, j'ai ma mère qui reste sans voix, qui me dit, bah quoi? Et je lui dis, tu veux savoir pourquoi je dors pas? Et elle me dit, vas-y, dis-moi, pourquoi tu dors pas à 4 heures du matin? C'est pas normal. Et là, je lui dis, assieds-toi. Donc, Tu l'as tout dit. Cette fois-là, là, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé. Et quelle était sa réaction? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et en fait, sa réaction, ça a été de pleurer sur elle-même, de dire qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle n'avait même pas été capable de donner un bon père à ses enfants, et pleurer, quoi. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais maintenant que tu sais, tu fais quoi? Et là, elle plante son regard dans le mien, et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse toute seule avec 2 enfants? Et là, j'ai les bras ballants. Je sais même plus quoi lui dire. Et la seule chose, c'est que par esprit de survie, en fait, je lui dis, écoute, maintenant tu sais, vous avez les moyens, vous êtes PDG, tu es secrétaire de direction, vous avez les moyens, vous me prenez un appartement en ville et moi je ne vis plus sous votre toit, c'est pas possible. Je me débrouillerai pour manger, je bosserai à côté, je sais pas, je me débrouillerai, mais au moins vous me prenez un appartement, je ne veux plus vivre sous votre toit. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai eu mon appartement, j'avais 17 ans. Tu es partie de la maison familiale à 17 ans. Oui. Et au niveau des études, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu au moins continuer les études ou alors c'est vraiment je suis en train de vouloir pleurer parce que c'est tellement touchant et c'est incroyable. Donc les études, est-ce que tu as pu continuer ou non? Alors les études, non, en fait ce que je vivais, ça me prenait tellement la tête et aussi le fait d'être... Parce que mes parents payaient le loyer, mais il fallait que je paye l'électricité, il fallait que je paye le téléphone, il fallait que je me paye à manger. Voilà. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais le week-end dans une boîte de nuit en tant que vestiaire. Okay. Donc j'étais pas dans la salle de boîte de nuit, j'étais vraiment juste à l'accueil pour mettre les manteaux et donner les billets. Et quand les gens revenaient chercher leurs manteaux, j'allais chercher dans le vestiaire, quoi. Voilà. Et en fait, j'étais payée avec les pourboires. C'était les pourboires qui faisaient ma paye. Voilà. Oui. Et sinon, en fait, pour me nourrir, c'était mes amis qui faisaient leur service militaire, qui m'apportaient leur ration. Leur cantine, ce qu'on appelle la cantine, en fait, le rationnement militaire. Et souvent, je me nourrissais avec des cafés et dedans, je mettais ce qu'on appelle le pain de guerre. Alors, pour ceux qui connaissent pas le pain de guerre, ça ressemble à des biscuits compactés. Et quand on met, en fait, dans le café, ça fait comme une éponge, en fait. Voilà, ça prend du volume. Ça prend du volume et c'est ce qui me permettait de colmater mon estomac. Voilà, c'est bourratif, donc là, voilà. Et j'aimerais te poser la question de savoir, une fois que tout ça s'est passé, tu as quitté la maison, tu as dit, pendant que tu donnais ton témoignage, que ton papa, en fait, il y avait eu une porte ouverte. Parce que là, une autre partie de la vidéo sur laquelle on va renchérir, c'est ton papa qui avait été invité, porte ouverte, chez des francs-maçons. Oui, mon papa, effectivement, quand j'étais jeune, avec ma maman, nous avons participé à des portes ouvertes dans une loge maçonnique de la ville dans laquelle j'habitais. Et en fait, simplement parce que mon papa faisait partie de cette loge. Et en fait, ils ouvraient une loge féminine. Et ma maman venait voir ce qu'il en était. Bon, d'après ce que je sais, elle n'a pas intégré la loge féminine, mais mon papa, lui, faisait partie, ça c'est certain, de la loge masculine.
Et j'ai même pu connaître en fait les rites d'initiation, j'ai pu voir les symboles qu'il portait Oui, pendant donc le tablier, les gants, voilà. toutes ces choses-là, je savais ce qu'il en était et je savais que mon papa était franc-maçon. Ok. Et je sais que la franc-maçonnerie, c'est vraiment un lien satanique, c'est vraiment ça. Et pour ma part, maintenant, avec le recul, je pense véritablement que ce qui s'est passé n'était ni plus ni moins que la résultante de ce lien satanique. Voilà, des conditions à remplir. Donc sur ce, on va s'arrêter là pour la première partie et on va faire une deuxième partie où elle va décortiquer, elle va développer ce point-là et il y aura d'autres questions encore toujours par rapport à Sonia. Et donc on vous dit simplement pour la suite, vous cliquez sur la prochaine vidéo, la partie 2 et on vous dit voilà, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse pour ces personnes qui passent par la même situation ou bien qui, voilà, qui se posent des questions et voilà, vous aurez des réponses. On se dit à la prochaine vidéo et à bientôt sur Nikki Channel. Au revoir, Au soyez revoir. bénis. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Nikki Channel. Encore une fois de plus, on continue avec l'histoire de Sonia. Sonia a décidé de parler aujourd'hui. Ça fait plus de 40 ans. Elle a décidé de parler parce qu'elle est totalement restaurée et guérie. Voilà, donc elle va continuer en total. Voilà, elle a pris la peine de parler dans la précédente vidéo. Donc on va écouter Sonia. Et tu disais comme quoi vous aviez été invité à une porte ouverte chez les francs-maçons. Donc on va parler clairement. J'espère que ce ne sera pas sanctionné par YouTube. J'espère Ben, vraiment. on en parle maintenant des francs-maçons, tu vois. Il y a des gens qui en parlent, il y a des gens convertis qui en parlent. Voilà. Ok. Et des gens qui sont hautement gradés en fait dans la franc-maçonnerie et qui parlent véritablement De ce tous sujet. les rites et de tout ce qu'on leur demande de faire. Plus ils augmentent dans la hiérarchie, plus ils s'élèvent et plus on leur demande des choses de pire en pire en fait. Ok, donc là, voilà. Donc, mais là, ça va rester soft, hein, parce que moi, j'ai une connaissance voilà, de ce que mon papa nous a raconté, voilà, les rites d'introduction et comment ça se passe, et des choses comme ça. Mais maintenant, tout le monde sait ça, tu vois. Et donc, vous aviez été invité, en fait, tu disais comme quoi c'était beau. C'était C'était magnifique parce qu'il y avait une verrière, en fait, avec tous les astres. Et il y avait une pièce ronde et au sol, tu avais plein de sigles, c'était dans les tons bleus. Je me souviens, il y avait plein de bleus différents et avec des sigles un peu comme le zodiaque. Toi, dans ma tête d'enfant, ça faisait un peu ça, ou les astres. Tu sais, comme dans les anciens temps, là, oui. où tu vois les cartes du ciel, tu vois. Ça faisait un peu comme ça par terre, c'était trop beau, quoi. Voilà, effectivement, je crois que c'était pas pour rien. C'est un cadre toujours, c'est pour présenter la richesse et tout. Donc c'était pour vraiment, je me dis que c'est pour parler mieux aux personnes qui veulent adhérer. Donc effectivement, tu as quel âge quand vous y allez? Tu te rappelles ou pas? Plus ou moins l'âge? Je pense que je devais avoir à peine avant 10 ans. Je pense que je devais avoir 9 ans par là. Ok, donc... Je devais encore... je pense que je devais avoir 9 ans. Donc, ça veut dire que toi, Sonia, quand tu as été abusée la première fois à 10 ans, oui. En fait, si on comprend bien la chronologie des choses, ça veut dire que peut-être c'était une condition qu'on a demandé à ton père. A posteriori, maintenant, avec l'âge, je me dis qu'effectivement, en ayant pris du recul, il se peut vraiment que ce soit en fait une demande de la loge à laquelle mon père appartenait. Voilà. Ouais. Donc, en fait, quand Sonia, tu quittes la maison familiale à 17 ans, on va dire que c'était 2 fois où il a tenté d'abuser de toi, mais à chaque fois, ça s'est clôturé par un échec. On va dire, la première fois, ça a vraiment eu lieu, à tes 10 ans. Parce que j'étais trop petite pour me défendre, parce que j'étais choquée, sidérée, et c'est vrai que... après, voilà, quand on grandit,
on a plus de facilité à dire non, quoi. Voilà, effectivement. Et on va aller un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu quittes la maison? Est-ce que plus tard, est-ce qu'avec ta mère, les rapports, avec tes parents, est-ce que vos rapports ont été, se sont améliorés? Est-ce qu'il y a une fois où vous avez pris la peine de parler tous les trois, enfin en famille? Voilà. Alors, il m'est arrivé de discuter avec mes parents, avec les trois, enfin en étant les trois. Et je voyais beaucoup, en fait, moi j'étais cash hein, dans ce que je disais. J'ai toujours été très authentique avec mon papa, avec ma maman, à leur dire ce que je pensais vraiment de tout ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'étais un peu considérée comme le mouton noir, on va dire, parce que justement, j'avais cette façon de parler librement, Voilà. en fait. Cette liberté de parler était vraiment très mal vue hein, par mes parents. Parce que d'une certaine manière, ça les ramenait aussi en face de leur propre dysfonctionnement et ça, c'était difficile pour eux de le supporter, quoi. Et à un moment donné, j'ai pu dire à mon père que je lui pardonnais. Et j'étais plus âgée et j'étais déjà maman. Et en fait, je lui ai parlé de Jésus parce que voilà. si j'ai pu pardonner, c'est parce que vraiment j'ai été travailler sur le pardon à travers un séminaire Identité en Christ que j'ai fait et à travers la parole que je lisais. La Bible, oui. C'était un commandement, quoi, et je pouvais pas passer à côté de ce commandement-là, même si c'était impardonnable. Voilà. Quand je voyais ce que Jésus avait supporté pour chacun de nous, alors qu'il était entièrement innocent, et ben, ça dans mon cœur, ça, il y a eu un déchirement, quoi. C'était, mais moi, je veux bien t'obéir. Mais comment je fais? Voilà. Comment je fais pour pardonner l'impardonnable, quoi. Et en fait, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en disant, bon ben, si je prie pour mon ennemi, donc je considérais mon père comme mon ennemi d'une certaine manière, oui. Et ben ce sera comme des charbons ardents sur sa tête. Hein, je prenais chaque verset en me disant, bah voilà, j'obéis, je prie, mais du coup, il y a des charbons ardents quand même, tu vois. Donc quelque part, c'était encore ma propre justice, quoi. Et au fur et à mesure, en fait, que je priais pour lui en utilisant ces versets-là, et ben en fait, le Saint-Esprit a fini par me donner l'amour de l'âme de mon papa. Et plus ça allait, plus je priais dans le sens de la bénédiction pour lui. Et à un moment donné, il y a eu comme un voile qui s'est déchiré, comme mon cœur s'est déchiré, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déchiré. Oui. Et vraiment le pardon a jailli. Et j'ai pu à ce moment-là lui dire que je lui avais pardonné et lui tendre la perche, lui dire qu'en fait Jésus, ce qu'il avait fait pour moi, il pouvait le faire pour lui. Voilà. Et il m'a jamais demandé pardon par la suite. Est-ce que vous aviez, parce que plus tard Sonia se marie, hein, parce qu'elle a dit dans la précédente vidéo qu'elle avait 4 enfants, donc elle se marie. Et elle a des enfants. Et est-ce qu'avec tes enfants, comment étaient les rapports avec tes enfants et ton papa? Alors, j'ai fait confiance à Dieu. Je sais que ça paraît complètement fou, mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai pas voulu que mes enfants soient séparés de leurs grands-parents. J'ai voulu qu'ils vivent en fait une vie de famille, entre parenthèses, normale. Mais c'était sous condition quand même. Mais en fait, j'avais parlé à ma maman en lui disant... je te préviens, maman, ok, vous allez prendre les enfants, mais tu laisses jamais les enfants tout seuls avec papa. Et si jamais, un jour, tu les laisses tout seuls et qu'il se passe quoi que ce soit, dis-toi bien que tu les revois jamais, vous ne les revoyez jamais. Voilà. Donc vraiment, j'avais posé le cadre. Mais c'était aussi une façon de leur témoigner que vraiment le pardon était là. Voilà. Et que je faisais confiance à Dieu, en fait. Voilà. Je faisais confiance à Dieu pour garder mes enfants.
Voilà, j'aimerais renchérir ce qu'elle a dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à pardonner. Là, dans son cas, c'était par rapport à son papa. Il y a des personnes qui, c'est un exercice très difficile. Et c'est là où le diable tient beaucoup de personnes qui ont du mal à pardonner. Bien même quand c'est toi qui es la victime, qui a subi, pardonner en fait, c'est une décision. C'est pas de dire simplement, oh non, oui c'est vrai qu'on dit que pardonner, mais on n'oublie pas. On demande pas de, voilà, on demande juste de décider, c'est une décision. Et elle l'a fait, elle a décidé, et ça n'a pas été facile, parce que de toutes les façons, on se souvient que la parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il faut simplement faire le premier pas qui est de dire, ok, mon père il a fait ça, il a fait ci, mais je décide de pardonner. Donc c'est une thérapie, c'est par obéissance en fait, parce que c'est un commandement. Pardonnez-vous. Parce que même il dit ça. Comme Jésus vous a pardonné. Voilà. Pardonnez. Parce que voilà, tu ne pardonnes pas, comment tu veux que Jésus te pardonne? En fait, à un moment donné, c'est comme un cercle vicieux. Tu pardonnes, Seigneur, tu me pardonnes, comme je pardonne aussi à ceux qui m'offensent. Donc, il ne faut pas se dire que oui, je pourrais le pardonner, mais franchement, ce qu'il a fait, c'est trop grave. Non, 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 il faut pardonner. Et il y a un qui a demandé au Seigneur, il y a un verset où il dit, il faut pardonner combien de fois? Et Jésus qui répond, 7 fois, 67 fois. Mais attendez, si on calcule, en fait, c'est pour dire, en fait, de façon parabolique, c'est une parabole pour dire, il faut pardonner autant de fois que nécessaire. Donc, elle a fait, mais c'est bravo, hein, parce que c'est pas facile, parce que c'est pas des moindres, hein, parce que là, on a du mal à pardonner à une amie, à un frère qui a fait ci, ça, mais là, c'est un gros problème, hein, c'était pas rien. En fait, quand je pense à des personnages comme Corrie ten Boom qui a vécu Auschwitz, qui a vécu tous les camps de concentration et qui a réussi à pardonner à son bourreau, Joyce Meyer même. Joyce Meyer, pareil, c'est des encouragements si vous voulez. Oui. Et moi, je suis une personne lambda. Et en fait, je suis en train de vous dire à vous qui vous dites, mais je suis pas, moi, un héros de la foi, je suis pas, voilà, je suis une personne lambda, et j'ai juste choisi de pardonner, fait le premier pas, et en fait, mon Père dans les cieux a fait tout le chemin, tout le restant, et voilà, et maintenant, vivre libre de ça, c'est moi, en fait, qui suis libérée. C'est pour elle qu'elle a fait ça. Moi, je l'ai fait pour moi. Voilà. Je l'ai fait pour les générations futures, pour que mes enfants aient pas à vivre encore ces blessures émotionnelles, parce que d'une certaine manière, on le fait subir à la génération d'après. Voilà. Ça se redonne, ça se refile. Celui qui a été blessé blesse. On donne ce qu'on a reçu. Donc, si elle n'avait pas travaillé sur elle et par l'aide de la grande aide du Seigneur, elle n'aurait pas été une maman. Aujourd'hui, elle aurait transmis cela à ses enfants. Peut-être qu'elle n'aurait même pas eu des enfants. Peut-être qu'elle ne se serait jamais mariée. Parce que il faut noter qu'elle se marie plus tard, hein, quand même. Parce que beaucoup de personnes, ils ont du mal. Ils sont dans une cage. Ils ont été frustrés, blessés, traumatisés, que ça s'arrête là. Et ça se termine mal. Mais l'histoire de Sonia, on retient qu'effectivement, elle a fait... La bonne chose, c'est de pardonner. Ça ne s'est pas fait, c'était pas sur une baguette magique, sur un coup de baguette magique. C'était... non, c'était étape par étape, vraiment. Et ce qu'il y a de génial avec Dieu, c'est que il voit votre bonne volonté, il voit le choix que vous avez fait, il voit le pas que vous avez fait, et il s'adapte en fait à votre timing pour que ce soit un pardon en profondeur, et s'il faut y aller en plusieurs fois, et ma foi, il le fait en plusieurs fois. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais à un moment donné, en fait, c'est miraculeux. Parce que c'est même, c'est tellement incroyable de pardonner l'impardonnable. C'est ça. Et comment l'expliquer? C'est pas explicable parce que c'est un miracle. Voilà. Le pardon vrai et entier, plein et entier, il est divin. Et c'est un miracle. Et moi, je vous dis que chacun, ici-bas, peut vivre ce miracle. S'il saisit la perche que Dieu tend, il le fait. Dans le nom de Jésus, ça se fait. Oui. Tout simplement, ce qu'il faut que tu fasses, toi aussi qui as du mal à pardonner, que ce soit à ton père, à ta mère, à ta sœur, à ton cousin, à ton collègue qui t'a fait de la peine, peu importe la gravité de la faute, il faut avoir déjà, la première chose, c'est d'avoir la volonté de pardonner. Et sachant une chose, c'est que pardonner, c'est d'abord pour nous-mêmes, c'est d'abord pour soi. C'est d'abord une faveur qu'on se fait à soi-même. Parce que ne pas pardonner, en fait, on a cette personne comme dans une cage, emprisonnée dans notre cœur. On a de la haine, on a de la colère. Donc voilà.
quand on pardonne, en fait, c'est une puissance qui libère. On est comme une plume après et ça prend du temps. Ça dépend, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, mais il faudra de toutes les façons commencer. Déjà marquer le premier pas, disant Seigneur, aide-moi, je veux pardonner comme tu le demandes. Donc voilà, c'est justement ce que je retiens de son histoire aussi. Et elle a proposé, elle a tendu la main à son papa, elle lui a dit, donne ta vie au Seigneur Jésus. Elle lui a parlé de Christ qu'elle avait rencontré. Et elle ne sait pas, parce que malheureusement... J'ai pas eu de retour, alors il ne m'a jamais demandé pardon pour tout ce qui s'est passé. Et après, sur le moment, quand il est décédé, j'avais vraiment, je me disais, mais du coup, il est en enfer. Et du coup, après, avec le temps, je me dis, bah, en fait, moi, je ne suis pas dans sa relation avec Dieu. Je lui ai tendu une perche, mais dans sa vie intime, dans son introspection personnelle. Où est-ce qu'il en était avant de mourir? J'en sais rien. Donc, en fait, ce sera la surprise là-haut. Si ça se trouve, je pourrais le retrouver. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Sonia, pour ton histoire. Elle a pris la peine de raconter vraiment avec son cœur. Et elle le fait, elle a dit qu'elle le fait avec joie. Et parce qu'elle est aujourd'hui guérie et restaurée. Donc voilà, la session des témoignages continue. Si vous avez un témoignage, une histoire, et vous voulez partager à la communauté de Niki Chanel, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui est en description. Et on vous dit à très bientôt sur Niki Chanel et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.